Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue pour cette conférence des métiers plein d'énergie. On va être ensemble pour les à peu près 45 prochaines minutes. Alors vous allez voir, ça va être assez dense parce que pendant les appels de préparation qui ont duré à peu près 30 minutes, c'était tellement intéressant que on pourrait passer 30 minutes à vous écouter chacun d'entre vous et on va avoir à peu près 10-12 minutes par personne. Donc ça va être intense et je pense passionnant. Je me présente rapidement, je m'appelle Pierre Pérutou, je suis professeur affilié à l'ESCP Business School où j'ai construit un cours énergie, business et climat et où on donne aussi des formations sur la décarbonation pour les dirigeants d'entreprise. Et j'ai aussi une casquette pour la direction interministérielle du numérique pour Beta vis-à-vis du ministère de la Transition écologique. Et alors je vais vous laisser vous présenter. Et donc première question pour chacun d'entre vous. Quel est votre poste, entreprise, quelle est l'activité de votre entreprise et comment se développe votre industrie et quels sont vos besoins en termes de recrutement? Jean-Philippe. Super. Merci encore de l'accueil. Merci à tous. Donc Jean-Philippe Burtin. Alors je viens ici en tant que président de la Biogaz Vallée, qui est un club qui regroupe des entreprises du secteur du biogaz et du biométhane en France. Donc ça, c'est sur cette casquette-là que je viens. Je vais vous en parler juste après. Mais aussi, avant toute chose, je suis président d'une société qui s'appelle Borea, qui est un acteur spécialiste dans le recrutement de talents dans les énergies renouvelables depuis 2016 sur l'ensemble de la France. Et donc, on recrute des ingénieurs, des responsables, des techniciens, dans l'éolien aussi, parce qu'il y a des acteurs de l'éolien à ma gauche, mais donc dans le solaire, énormément dans le biogaz, bien sûr. Voilà, et aujourd'hui, je suis ravi d'être là parce que je pense qu'on va pouvoir échanger, surtout poser des questions. On essaiera de trouver les bonnes réponses pour vous dire que c'est une filière qui recrute énormément et surtout avec du potentiel. Et donc, on a besoin de chacun et chacune. Voilà. J'essaie d'être clair, précis. Ok. Voilà. Benoît, je vous laisse. Bonjour à tous. Donc, Benoît Gilbert. Je viens ici avec deux casquettes. La casquette de président de la commission industrie de France Énergie Éolienne. France Énergie Éolienne est une association qui fédère l'ensemble des acteurs de l'industrie éolienne, plus de 300 entreprises, des bureaux d'études en passant par les fabricants de machines, les avocats, les banques, des prestataires de services. Et j'ai aussi une autre casquette qui est d'être directeur de l'activité vente de turbines sur l'offshore, donc les éoliennes marines, pour le compte de Vestas. Vestas, c'est un leader mondial de l'éolien. C'est plus de 30 000 salariés, une présence dans 83 pays, 140 gigawatts installés. Donc, juste 40 ans d'existence. Donc, une société qui a grandi vite. J'ai peut-être quelques petits slides pour présenter la dynamique de la filière. Alors, le secteur de l'éolien, en 2020, c'est plus de 20 000 emplois. C'est en croissance continue depuis plus de 7 ans, chaque année. Donc la croissance est confirmée. Donc, vous allez me dire, c'est intéressant, c'est le passé, il faut aussi se projeter en avant. Et si on regarde la France et la trajectoire qu'elle s'est donnée par rapport à ce qu'on a déjà fait, pour ce qui concerne l'éolien terrestre, il faut faire plus de 2 fois plus, presque 3 fois plus. Et pour ce qui concerne l'éolien marin, on n'a actuellement rien fait. Et suite aux annonces de notre président au mois de février, il va passer de 0 à 40 gigawatts. Donc il y a un potentiel immense sur les 30 prochaines années. Donc c'est un secteur d'avenir. La croissance, elle se voit sur l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur. Donc aussi bien études, développement, ingénierie, construction, exploitation, maintenance, fabrication de composants. J'ai matérialisé les taux de croissance en emploi, donc qui sont colossaux, qui sont des secteurs qui sont à 2 chiffres. C'est un point important. Bon, les parcours, il y en a de tout type. Du niveau, on recrute au niveau bac plus 2, au niveau bac plus 5. Multiples formations sont disponibles en région. Et là, dans cette carte, vous ne voyez pas grand-chose, mais le message que je voulais vous donner, c'est finalement, quand on regarde un secteur, c'est important de comprendre sa chaîne de valeur, du développement jusqu'à la maintenance. Quelles sont les différentes étapes d'un projet? Parce que dans chaque étape d'un projet, il y a différentes fonctions. Et bien sûr, on peut passer d'une étape à une autre au cours de sa carrière. Et je crois que c'est important de se dire, voilà, la vie est une aventure. Et donc, construisons
dans cette chaîne de valeur notre carrière, quoi. Est-ce que peut-être vous pouvez nous décrire la chaîne de valeur point par point? Je pense Oui, que ça alors, va être intéressant de rentrer dans le il concret. y a quelques étapes. Donc la première étape, bien sûr, c'est le développement. Donc le développement, c'est quoi? C'est on a l'idée d'un projet, il faut obtenir les autorisations, il faut travailler en concertation. Donc il y a différents métiers, du métier de chef de projet, responsable foncier, d'environnementaliste, parce que la biodiversité est au cœur aussi de nos développements. L'aspect ingénierie construction, c'est installation, fourniture des machines. Ensuite, il y a l'exploitation. Une fois que la machine est construite, eh bien, il faut en assurer la supervision et à s'assurer qu'elle produit ce qu'elle est censée produire. Et bien sûr, il y a un autre secteur, bien sûr, qui est la maintenance, donc toutes les sociétés de services qui vont intervenir pour assurer que les machines tournent tout le temps. Et puis, il y a un autre volet qui est plus le volet management, où on retrouve des chefs de projet ou la direction de l'entreprise et les fonctions support, finance, comptabilité, etc., etc. Donc, moi, si je vous donnais quelques exemples sur mon parcours, j'ai passé dans les différents maillons de la chaîne de valeur et j'ai trouvé ce parcours intéressant. Super. Cyril, je vous laisse vous présenter rapidement. Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Guillemin, je suis le... Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Bonjour à tous, donc Cyril Guillemin, je suis le président fondateur de la société Petite Nature et j'ai comme point commun donc avec mes collègues d'avoir un parcours dans le domaine de l'énergie, vu que c'est la thématique de cette table ronde, des métiers pleins d'énergie. Et l'énergie, ça peut prendre des formes très très différentes. Moi, j'ai une formation de biologiste et d'ingénieur spécialisé dans le risque industriel et j'ai travaillé 15 ans dans l'industrie nucléaire comme ingénieur en sûreté nucléaire, chef de production d'une centrale nucléaire. Donc je crois que le thème énergie, là, il est clair. Et après 15 ans, j'ai souhaité changer de vie professionnelle et j'ai créé cette société, donc Petite Nature, un virage à 180 degrés, puisque ma société est spécialisée dans la décoration végétale. Voilà. Et donc j'ai construit cette société sur une base d'économie sociale et solidaire. J'y ai mis également énormément d'énergie. Et aujourd'hui, Petite Nature, c'est une société qui ambitionne de végétaliser nos espaces urbains de manière innovante, en favorisant l'économie circulaire, ainsi qu'une production locale et solidaire. Voilà, donc c'est le point commun justement avec une précédente carrière. Voilà, c'est toute l'énergie et puis les valeurs que j'ai souhaité apporter dans cette reconversion. Est-ce que peut-être vous pouvez décrire un peu plus le produit, comment vous l'avez développé, c'est quoi son cycle de développement? Alors effectivement, la société s'est montée sur 5 valeurs comme je le disais. La première, c'est la nature. Donc je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le lien entre Homo sapiens et la nature, c'est un petit peu distendu. Et donc on essaye, nous, modestement, de le renouer en essayant de ramener du végétal dans nos espaces de vie, que ce soit sur les lieux de travail, mais également les hôpitaux, des lieux des écoles, et puis dans les espaces urbains en général. Le second point, c'est l'innovation. Donc on essaye de créer des supports qui sont originaux pour pouvoir mettre du végétal justement dans des endroits qui paraîtraient impossibles à végétaliser. On a également donc une dimension économie circulaire qui est très importante puisque tous nos supports, en fait, on fabrique des pots, des jardinières en réutilisant des matières donc qui étaient jetées, notamment des bâches publicitaires, des kakémonos. Là, sur ce salon, on pourra en récupérer beaucoup. C'est un déchet en fait qui est très très compliqué à réemployer, à recycler. Voilà, donc tous nos supports sont 100% issus de ce qui était des déchets. Même le compost en fait qu'on utilise est issu du compostage de matières organiques qui sont collectées dans des restaurations collectives. Et puis autre valeur, donc la dimension locale. Tout ça est fabriqué à Paris. Notre société a le label fabriqué à Paris qui est décerné donc par la ville sur un cahier des charges. Et puis le dernier point, et pas des moindres, c'est la dimension sociale et solidaire, vu qu'on travaille exclusivement avec des entreprises de réinsertion, de personnes en chômage de longue durée, ou bien des établissements qui emploient des personnes en situation de handicap. Voilà, pour rappel, les personnes handicapées en France ont un taux de chômage qui est 2 fois plus élevé que les personnes dites valides. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là que moi j'ai souhaité mettre
dans ce projet. Voilà, cette société, elle a 4 ans. Elle est née en avril 2018. Voilà. Hyper intéressant. Jean-Philippe, du coup, en regardant les chiffres de Benoît, on voit que vous avez une industrie qui est en train d'exploser. En termes pour Borea, par exemple, vous êtes cabinet en recherche de chasseurs de tête. Quelles sont vos observations sur les tendances et les besoins en compétences et en emploi, en talents sur votre industrie? Aujourd'hui, les tendances sont bonnes, c'est-à-dire que du boulot, il y en a. Donc ça, c'est déjà la bonne chose. Et il y en a dans l'ensemble des énergies, donc des énergies vertes au sens large. Aujourd'hui, l'énergie verte, ça part du nucléaire, ce que j'ai appris récemment par un label qui est sorti. Mais aujourd'hui, Borea intervient donc dans le biogaz, dans l'éolien, dans le solaire, dans l'hydrogène. Et si on prend un focus, par exemple, dans le métier de l'hydrogène, si on fait un focus aujourd'hui, c'est 4000 emplois directs dans le secteur de l'hydrogène. Dans plus de 10 ans, ça sera 100 000 emplois. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin de compétences, on a besoin de talents, alors de jeunes talents, donc sortis d'école. Alors ici, il y a beaucoup de jeunes qui vont sortir avec des diplômes, techniciens et ingénieurs. Donc on aura besoin d'eux, mais aussi on a besoin de gens qui viennent dire ce qu'on appelle la reconversion, même si j'aime pas trop ce mot parce que c'est pas parce qu'on a 35 ans qu'on vient d'une industrie, agroalimentaire, une sucrerie, d'une papeterie, on va dans les énergies renouvelables. Il y a quand même énormément de choses. Un projet, une façon de réaliser un projet, ça reste toujours la même. Donc ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui a envie. Et je pense que l'envie dépasse aujourd'hui la compétence que l'on peut apprendre, parce qu'avec ça, on va aller chercher le savoir-faire, on va chercher l'information. Et aujourd'hui, j'aime bien prendre par rapport aux gens qui sont ici, mais quand on prend un technicien de maintenance dans l'éolien, il faut être clair, j'aimerais bien qu'il ait fait de l'éolien, mais on va chercher ailleurs, et on en trouve des très très bons dans des sociétés industrielles qui sont juste à côté, qui font des chaudières et qui ont envie d'aller dans les énergies vertes. Donc on doit donner envie, et tous les acteurs ici présents, toutes les entreprises recrutent. Et aujourd'hui, voilà, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui a envie de s'intéresser. Et à partir de là, Borea, comme la Biogaz Valley dans le secteur du biogaz, on a une vision très large et il y a énormément d'acteurs. On les a vus sur l'ensemble des métiers. Donc aujourd'hui, l'avenir est rose, il faut le dire, surtout en cette période pas facile. L'avenir est rose pour ceux qui cherchent du boulot dans les énergies vertes. Voilà. Benoît, du coup, peut-être vous, en termes de recrutement, aujourd'hui, c'est quoi vos besoins? Et quand vous allez analyser des candidatures, qu'est-ce qui fait la différence entre différents candidats, entre différents talents, et comment vous allez dire, voilà, j'investis dans cette personne? Alors, nos besoins en recrutement sur cette année sont, pour ce qui concerne la France, environ 150 personnes, à peu près 2/3 de profil technicien de maintenance, qui est un métier très recherché. Je crois que je vous rejoins sur la dimension transposabilité d'une énergie à une autre. Donc, on accompagne les jeunes qui veulent aller dans cette direction très tôt, à travers des partenariats avec des lycées, des BTS, des IUT, où nous avons l'occasion d'intervenir. Donc ça, c'est une manière de faire évoluer et de faire naître les vocations pour notre secteur. Et puis j'entendais le mot reconversion. Pour nous, c'est un mot qui est tout à fait noble. Et on a créé le Vestas Campus en 2021 à Reims. Et donc on a recruté la première promotion de gens qui ont déjà un parcours dans l'industrie, à qui on donne des cours théoriques, mais aussi des cours pratiques, et à l'issue desquels ils ont l'opportunité de rejoindre l'entreprise, quoi. Donc on voit cette dimension comme aussi complémentaire à la solution académique de trouver des recrutements. Donc pour l'autre tiers des recrutements, ça concerne principalement des ingénieurs, mais aussi des fonctions commerciales, des fonctions logistiques. On va installer cette année encore plus de 350 machines, donc vous pouvez imaginer le flux de pièces aussi, et la dimension entrepôt. On a eu l'occasion de créer un 3e entrepôt de taille nationale pour optimiser tous ces flux. Donc une grande diversité dans les métiers. Et puis pour ceux
que la technique intéresse tout particulièrement. On a des centres de R&D donc au Danemark et à Porto au Portugal en Europe. Et donc ce sont des centres qui ne sont pas en France, mais dans lesquels on retrouve plus de 50 nationalités. Donc on se voit comme une boîte de la technologie. Et donc c'est aussi un autre moyen de rentrer dans notre secteur, quoi. Ok, merci beaucoup. Et du coup, là, on a en face de nous des gens qui veulent potentiellement se réorienter dans la transition écologique ou s'investir depuis le début de leur carrière en sortant d'école. Je pense que vous avez tous des parcours qui sont très inspirants. Est-ce que, par exemple, Cyril, vous pouvez nous raconter un peu, vous, depuis entre le moment où vous étiez à l'école et aujourd'hui, l'ensemble des métiers que vous avez eus et des apprentissages et l'apprentissage que vous avez dû avoir au fur et à mesure dans votre carrière pour toujours réapprendre et créer. Je pense qu'effectivement, c'est une très grande richesse aujourd'hui de pouvoir notamment accéder à la formation continue et de pouvoir tout au long de sa carrière réapprendre un métier, partir vers une autre voie. Après, il y a une phase qui est souvent assez critique. C'est celle de la remise en question. Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas passé de ce métier du nucléaire à la décoration végétale comme ça, du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Il y a eu une remise en question aussi parce qu'à un moment donné, j'ai une déception professionnelle, des projets qui ne se sont pas concrétisés. Peut-être racontez-nous un peu, vous avez eu une formation de biologiste au départ, et après vous avez été directeur de centrale nucléaire, c'est ça? C'est un peu particulier, oui, effectivement. Moi je suis biologiste universitaire et un peu par hasard, mais je me suis effectivement retrouvé à partir dans un cursus avec, en tout cas, par hasard je pense pas, mais pas complètement, mais je me suis retrouvé effectivement à partir dans un cursus de formation de chef de production de centrale nucléaire avec tout un tas de profils de grande école, donc je détonnais complètement, mais ça ne m'a pas empêché de décrocher le poste. Et visiblement, vous n'avez jamais entendu parler d'accident nucléaire dans une centrale nucléaire française récemment, enfin j'espère. Donc donc ça déjà, ça a été une première épreuve. Et puis je sais que j'ai été, ça a très bien marché pour moi pendant une bonne partie de ma carrière. Et puis à un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'accéder à un poste de direction. Et bon, ça s'est pas fait. Et effectivement, ça a été une grande remise en cause pour moi. Et ça a pris du temps, effectivement, cette réflexion. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de franchir le pas et de monter mon propre projet, de devenir entrepreneur, et puis de mettre dans ce projet toutes les valeurs auxquelles je croyais. Donc et si je peux aujourd'hui encourager les gens qui se posent des questions, ont envie de changer, c'est vraiment d'oser. Moi, j'ai écumé les salons, j'étais assis à votre place, je regardais des gens témoigner, et puis je me disais, mais j'aimerais pouvoir faire ça. Je crois qu'à un moment donné, il faut oser, tout simplement. Jean-Philippe, je crois que vous avez été aussi plein d'initiatives, vous avez lancé plusieurs entreprises qui ont eu des vies... je vous laisse peut-être expliquer l'ensemble des entreprises que vous avez lancées. Oui, tout à fait, ils ont eu plusieurs vies. Pour ma part, un parcours plutôt orienté commerce. Donc, quand on sort de l'école de commerce, on se dit, on est là pour de la vente, pour faire du business, comme on dit. Et on se dit toujours, la technique, c'est pas quelque chose pour nous. Et je tiens à dire que c'est faux. On peut aller dans le domaine technique, même si on n'a pas fait des études d'ingénieur. Et pareil, un bon ingénieur peut devenir un très bon business développeur parce qu'il a cette connaissance technique. Donc, tout est transposable. Il faut avoir juste envie et être très curieux. Et je pense que la curiosité, c'est ce qui va nous permettre de dépasser les barrières que l'on a à chaque projet. C'est vrai que j'ai plusieurs activités. Avant de parler de celle de Boréas, c'est vrai que j'en ai une depuis ma naissance qui est tout simplement exploitant agricole. Alors, exploitant agricole, de père en fils, de grand-père même, dans l'Est de la France, et tout simplement, ça nous donne la valeur travail. Et la valeur travail, on en a besoin à l'école, et puis on en a beaucoup plus besoin après l'école. Ça, c'est indéniable. Et donc, l'exploitation agricole, ça m'a permis de comprendre comment le monde évoluait.
et donc d'avoir des idées d'entreprise, parce que j'ai vu les premiers parcs éoliens dans l'Est de la France il y a une vingtaine d'années, qui commençaient à se construire, des projets de méthanisation. Et donc tout ça, ça m'a donné ma curiosité. Et je travaille dans le milieu gaz. Donc en sortant d'école, j'ai trouvé sur des projets gaz en France et en Algérie. Et leur métier, c'est de monter des centrales. Et il m'a dit, voilà, il faut trouver des ingénieurs pour monter ces centrales. Je dis, ok, bah, on va trouver des gens. Donc je ne travaille pas dans les RH, bonne école de commerce. Et ben j'ai dit, bah, je vais aller voir ce que c'est une centrale. Et puis j'étais, comme on dit, manger de la centrale, comprendre comment fonctionne l'automatisme, l'électricité, le SNCC, des trucs. Voilà, on comprend en superflu, mais on comprend que c'est déjà un vrai métier. Donc on se dit, voilà, donc on va apprendre des termes, on va aller chercher le savoir. Et à partir de là, et ben, tout mon parcours s'est construit en recrutant des ingénieurs et des techniciens pour réaliser ces projets en France et en Afrique du Nord. Et de là, l'éolien est venu parce que j'ai travaillé sur un projet au Soudan pour un acteur français en 2010. C'est là où le goût, voyant tous ces projets-là, m'a donné envie de développer une première entreprise qui était malheureusement dans un secteur, aujourd'hui on parle beaucoup, le pétrole. Et je tiens à le dire parce que j'ai créé une structure qui faisait que du recrutement dans le pétrole. Et j'aime bien raconter ça parce que le baril, il était à $125. C'était en 2014. C'était pas si loin que ça. Donc plein de recrutements, plein de projets, plein d'investissements. 6 mois après, on était à $65 le baril. Et encore 6 mois après, on était à $35 le baril. Donc vous comprenez, il n'y avait plus de recrutement. Un de mes clients qui avait plus de 1100 recrutements, il me dit, bah, il y a 85 recrutements en 2015. Donc là, il faut savoir rebondir. Là, c'est même plus une reconversion, ça, c'est carrément un 360. Et comme je connaissais les énergies renouvelables, que je le voyais, et puis il y a la conviction. Et la conviction a été de dire, voilà, on est en fin 2015, c'est l'avenir. Beaucoup de gens en parlaient, peu de gens disaient oui, ouais, il y a du boulot, mais on était moins bien rémunérés que les autres activités. Donc les ingénieurs, bah, ils étaient chez un grand parapétrolier, énergéticien, même dans la sucrerie, mais ils gagnaient plus, 20% de plus. Donc on se dit, ah, mais je dis non, on va y aller. Et puis, je me suis dit, il faut s'adosser aux acteurs du secteur et aux fédérations et aux clubs du business. Et c'est de là où je me suis tout de suite inscrit au sein de Biogaz Valley pour comprendre comment ça fonctionnait. Et puis là, par exemple, la Biogaz Valley, c'est 103 entreprises du secteur du biogaz qui vont de l'amont à l'aval, de l'engineering jusqu'à l'épuration membranaire. Et donc, tous ces acteurs-là, on va avec eux, on travaille en réseau. Et je pense que le mot-là est important parce que le réseau nous permet tout simplement de trouver des solutions dans des parcours de création d'entreprise. Et le réseau, on parle beaucoup de réseau digital, hein, on parle tous de LinkedIn, avec ça, avec ce qui paraît, c'est miracle. Bon, c'est pas complètement miraculeux, hein, parce qu'il faut quand même beaucoup travailler derrière. Mais aujourd'hui, le réseau, c'est venir à des conférences, c'est participer à des clubs, participer. Il y a la FE qui est ici, qui est représentée. C'est-à-dire, c'est des gens qui s'investissent pour développer des filières. Et ça fait du vrai réseau. Et on essaye tous ensemble, les constructeurs, les développeurs, les recruteurs, de trouver des solutions pour que chacun puisse faire progresser sa société, donner du boulot qui a un sens, avec des vrais objectifs et que les gens soient épanouis au quotidien. Voilà. C'est très intéressant. Du coup, vous avez ce point commun-là de votre emploi, c'est pas juste une casquette et c'est 9h-17h, mais c'est au contraire être assez hyperactif, créer du lien avec d'autres acteurs, avoir plusieurs casquettes. Ça, c'est un point commun que vous avez avec Benoît. Peut-être que Benoît, vous pouvez nous parler un peu plus à la fois de vos différentes casquettes et cette création d'écosystèmes, de réseaux dans vos métiers. Oui, je crois qu'on est tous animés par finalement une mission et une passion qui est de faire avancer la transition énergétique. Et on ne trouve pas ça juste en allant au bureau le matin, on trouve ça en allant au-delà et en donnant du temps qui va au-delà de ce qu'on a à faire, quoi. Et plus on en donne et plus on en reçoit. Enfin, c'est un peu un processus vertueux que j'ai vu tout au long de ma carrière. Et effectivement, la France Énergie Éolienne, c'est plus de 300 sociétés, une grande diversité, un défi parce qu'il s'agit de transformer, il faut concerter. Donc on n'est pas uniquement sur une approche technique ou technico-administrative, une technique d'exécution. Donc il faut partager une vision, il faut être créatif et il faut être persistant parce que les obstacles sont à franchir les uns après les autres. Il n'y a pas de raccourci à prendre, on est là pour durer, on est là pour être près des Français.
Notre mission, c'est finalement de produire de l'énergie que tout le monde va consommer. Il ne faut pas l'oublier, c'est ça. Le reste, c'est juste ce qui précède. Donc, se recentrer sur le pourquoi. Et je crois que c'est important de se poser toujours la question de pourquoi on fait les choses. Et dans les moments de doute, il vaut mieux être plusieurs, parce que quand on est seul, on va moins loin, quoi. C'est souvent ce qu'on dit, quoi. Voilà. C'est ma réponse à votre question. Après, si vous voulez que je vous donne quelques éléments sur mon parcours aussi, donc moi j'ai une formation d'ingénieur, je voulais faire des grands projets. Donc c'était il y a un peu plus de 20 ans. L'éolien paraissait totalement farfelu à cette époque, hein. Donc sorti d'école, on allait plutôt dans l'hydroélectricité et le nucléaire. J'ai commencé par faire 7 ans d'hydroélectricité en Indonésie, en Corée du Sud et au Venezuela, donc 7 ans d'export. Je trouvais ça très enrichissant, avec des fonctions différentes de mise en service, de suivi de chantier, mais aussi de project management. Donc je reviens toujours à ma chaîne de valeur, donc être capable de passer d'une étape à une autre. Les entreprises le permettent pourvu qu'on affiche une ambition. Et puis au bout de 7 ans, je suis passé dans le nucléaire, je suis passé chez Areva, je travaillais sur la certification de l'EPR aux États-Unis, sur la modernisation des réacteurs russes en Bulgarie, sur la centrale de Kozloduy. Et puis ça me plaisait moins parce que les projets me paraissaient moins à taille humaine, et c'est ce que j'avais vécu dans le domaine de l'hydroélectricité. Et j'ai quitté le nucléaire pour une banque d'investissement, Macquarie, qui faisait ses premiers investissements dans le domaine du renouvelable en Europe continentale. Et on a investi plusieurs centaines de millions d'euros sur la Suède, l'Espagne, la France, dans le biogaz, dans la biomasse, dans l'éolien, dans le solaire. Et donc ça paraissait vraiment étrange, quoi. Je me souviens un jour où j'ai dit à Areva, je pars pour aller faire du renouvelable. Ils m'ont dit, mais il est fou, quoi. Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il faut suivre son instinct. Il faut tenter. C'est aussi un point important. Et puis après 5 ans, j'ai eu l'occasion de prendre la direction d'une société qui fait du développement de projets. Ce qui m'a emmené aussi pendant 5 ans. Donc gérer une PME, donc c'était un peu le côté, une 70 personnes, un quart sur 2 pays. Enfin, c'est une réglementation différente. Et puis ça me permettait aussi de bien sortir un peu dans la continuité de l'investissement, de la machine et du produit technique. Finalement, réaliser qu'une centrale, elle est dans son environnement. Et ce qui est important, c'est ce qui rentre et ce qui sort. Et comment on le fait, quoi. Et puis, ma fibre industrielle est revenue. Et donc, je suis de retour chez Vestas. Et j'ai eu l'occasion de diriger l'Europe de l'Ouest pour l'activité maintenance, avec à peu près 1300 personnes. Et donc là, travailler sur les problématiques de sécurité, performance opérationnelle, d'amélioration continue, avec des fonctions aussi sur les ventes. Et puis maintenant, sur l'offshore, donc une nouvelle page qui s'ouvre, avec, pour ce qui concerne ma région, des projets flottants. Donc un défi technique, un nouveau défi pour nous. Voilà. Est-ce que peut-être que vous pouvez, c'est un énorme sujet, l'éolien offshore, est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un tout petit peu, parce que typiquement dans les scénarios RTE, c'est amené à exploser en termes de nombre. Aujourd'hui, c'est encore très faible. Est-ce que peut-être que vous pouvez nous dire un peu votre lecture de la situation et de voilà. Oui, non, c'est sûr que pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de choses arriver. Maintenant, il y a un slide que j'aime bien quand même. C'est celui-ci. La dimension études-développement est en forte croissance. Pourquoi ? Parce que on est en train de préparer le monde d'après. Un projet, il n'arrive pas du jour au lendemain. Je me souviens, quand j'avais fait des interventions dans des écoles d'ingénieurs, on me disait, mais moi je veux travailler dans l'offshore, et c'était en 2012, 2013, 2014, et ça me paraissait loin. Et ces projets qui ont été attribués à l'époque par la France, ils vont arriver juste en construction cette année. Donc on va avoir juste les 500 premiers mégawatts. Donc il faut se dire qu'il y a entre le moment où on annonce un projet et le moment où il entre en service, il y a à peu près 8 ans. Et on ne fait pas rien pendant 8 ans. Et je crois que c'est vrai pour toutes les technologies. Oui, non, mais c'est vrai pour toutes les technologies. Et donc là, le défi de l'offshore, c'est ça. Notre président a annoncé un objectif de 40 gigas. 40 gigas, c'est 50 projets. Une grosse partie sera flottante, une grosse partie sera posée. Aujourd'hui, il y a très peu de références sur le flottant. Il y a une multitude d'entreprises qui se créent avec des concepts innovants sur des flotteurs, avec des éoliennes qui vont faire 300 mètres de haut, qui vont être à 30 km et plus des côtes. Donc voilà, on arrive dans un terrain nouveau.
Et encore une fois, donc ça, c'est un objectif sur 30 ans. Il faut leur imposer une cadence. Il faut s'imposer aussi des objectifs intermédiaires pour ne pas perdre de vue, pour pas que ce soit juste un vœu. Et voilà, moi, j'ai pleinement confiance en la France et sa capacité à délivrer dans la durée, quoi. Voilà. Il y a un gros potentiel en France pour l'éolien offshore. Oui, il y a un gros potentiel. On a le deuxième gisement européen. Donc, c'est tout à fait réaliste. Ce chiffre de 40 gigas, il n'est pas descendu d'un chapeau. Il fait suite à une analyse de l'espace maritime. Donc, non, parfaitement réaliste. Et les technologies sont là, à nous de les accompagner et puis à nous de trouver les moyens, les manières de faire, quoi. Jean-Philippe, peut-être vous avez un peu le même défi sur le biogaz. Surtout en ce moment, on voit bien que c'est un sujet qui est extrêmement important et encore très peu développé. Quel défi vous voyez pour le développement du biogaz dans les prochaines années ? Aujourd'hui, je voudrais dire aux jeunes que le biogaz, c'est quand même quelque chose, il y a énormément d'avenir, mais surtout avec des évolutions en permanence. Et aujourd'hui, le biogaz, c'est 1156 sites, je crois, en France exactement, qui sont soit en cogénération, soit en injection. Il y en avait zéro il y a 10 ans quasiment. Donc aujourd'hui, cette forte croissance, elle est riche. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'un ingénieur qui rentre dans la méthanisation, le biogaz, le biométhane, il y a 5 ans, il rentrait, il y avait un type de site, c'était de la cogénération. On produisait du biogaz et on faisait de l'électricité. Puis il y a 3 ans, on a dit on va pouvoir épurer ce biogaz, en retenir que le méthane, donc du biométhane, parce que c'est fait par rapport à des déchets au démarrage, et puis on va l'injecter dans le réseau. On manque de gaz. Aujourd'hui, on apprend que le gaz coûte cher. Donc on l'injecte dans le réseau. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui venait pour faire l'électricité, il faut aussi du gaz qu'on va consommer tous les jours. Et puis, il y a 2 ans, on a commencé à faire des voitures en bio-GNV, donc avec du gaz vert. Et on s'est dit, il faut le produire. Donc on a du biométhane et on fait des stations biométhane. Donc des stations de bio-GNV. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les sites qui existent, on va pouvoir les améliorer. Puis tous ceux qui n'étaient pas éligibles vont pouvoir devenir éligibles parce que ceux qui pouvaient faire que de l'injection, à l'époque ça n'existait pas il y a encore 5 ans, aujourd'hui ça existe. Ceux qui veulent dire, attendez, on veut un carburant alternatif, attendez, on a des agriculteurs, on produit du biogaz, on produit du carburant, on peut faire tourner des tracteurs, on peut faire tourner des camions, et on n'a pas besoin des autres. On a besoin des autres pour vivre, mais on peut travailler, on peut dire, sur notre territoire, et c'est pareil pour toutes les énergies vertes. Aujourd'hui, on prend le soleil, on prend le vent, on prend l'eau, on prend le déchet. Ce sont des énergies que l'on a en France. Donc c'est une énergie, aujourd'hui, pas gratuite, mais qu'on peut valoriser sur notre territoire, donc avec des évolutions. Il y a de l'innovation, c'est-à-dire que ce sont des métiers qui sont très innovants. Les énergies renouvelables, le biogaz, comme les autres énergies, voilà, je ne veux pas prêcher que pour le biogaz, mais aujourd'hui, la poussée de l'innovation, de la R&D, donc tous les jeunes ingénieurs se disent oui mais ça existe. Non mais ça existe, mais aujourd'hui on prend une turbine dans l'éolien, ça a été multiplié par 2 la puissance en peut-être 6-7 ans. Il y a des choses extraordinaires qui se font par rapport à des ingénieurs qui travaillent dessus tout le temps. Donc c'est une énergie en perpétuel mouvement et c'est ça la richesse, je pense, du secteur des énergies vertes. Et aujourd'hui, donc les perspectives, je dis aux jeunes, mais allez-y, vous allez vous régaler. Je peux juste te dire ça, moi. Voilà. Alors, juste une petite question, parce que vu que vous êtes sur des écosystèmes, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ces écosystèmes ? Comment ces écosystèmes, ces réseaux, ces clubs permettent en fait de faire apparaître une industrie de pas grand-chose avec une très forte croissance ? Quels sont les mécanismes que vous observez et qui le permettent ? Je me lance. Alors, les mécanismes sont multiples. Alors déjà, je pense que règle d'or dans tout secteur d'activité où il y a une forte croissance, il faut qu'il y ait les pouvoirs publics derrière qui disent banco, on y va, on sait que c'est une belle énergie et on va lever quelques freins. Parce que moi, je suis pour l'ensemble des énergies vertes et c'est sûr qu'on a le 2e gisement devant, on pourrait mettre des super éoliennes offshore. Sauf qu'aujourd'hui, je crois qu'on est au 3e président de la République et on n'a toujours pas 1 mégawatt qui est sorti. Donc, à un moment donné, il faut en attendre encore combien ? Donc, c'est ça le sujet. Donc, aujourd'hui, malheureusement, il y a des contextes internationaux qui font que il y a de graves crises et qui sont en train de faire bouger des lignes chez nous. Donc, c'est dommage d'attendre des crises, mais de se dire, on peut faire du gaz chez nous, on peut mettre des éoliennes, on a du vent
Je crois bien que l'Allemagne est un beau pays, mais je pense qu'il y a un peu moins de soleil que chez nous et ils ont plein de projets solaires. Alors, il y a quelque chose où c'est un petit peu plus ouvert et je pense qu'il faut de la concertation. Et je pense que la concertation, ça se passe aussi par des événements comme aujourd'hui, de montrer comme quoi il y a des filières qui sont organisées. On n'est pas des brigands. Hein. C'est surtout ça, c'est de se dire c'est vraiment bien organisé, il y a des gens qui y travaillent. Et donc aujourd'hui, ça se fait avec concertation avec les territoires. Ce sont des énergies qui créent de l'emploi à Angers, à Clermont-Ferrand, à Nancy, à Lunéville. Je parle de l'Est parce que je suis de l'Est. Mais c'est des énergies du territoire, c'est des emplois pour tout le monde. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes font des écoles. À Paris, il y en a beaucoup. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de jeunes qui font leurs études à Paris et qui rêvent d'une chose, c'est partir en province. Bah oui, parce que des parcs éoliens, ça ne se fera pas dans Paris, des parcs solaires non plus. Une centrale de méthanisation, ça se fera dans la campagne. Et donc, ça crée de l'emploi localement. Et c'est ça que c'est de se dire à quelqu'un, mais vous allez trouver quelque chose qui ne va pas être pour 1 jour, 2 jours, 3 jours. Les éoliennes, une fois qu'elle est partie, c'est 20 ans. Puis après, on fait du repowering. Il y a plein de choses. Le centrale biogaz, on va améliorer. On vient, on fait de l'électricité, on met un projet, on fait de l'injection, on fait une station pour que demain, les gens puissent charger leur voiture en biocarburant. Donc, ce sont des énergies qui sont propres. Et donc, il y a beaucoup de communication à faire. Et je pense que cette communication est indispensable pour que la nouvelle génération se dise c'est pas un avenir à 2 jours, à 3 jours, c'est un avenir de carrière. Et on fait des carrières pleines dans la transition énergétique aujourd'hui. Alors, juste une dernière question et après je vais passer les questions au public. Peut-être Sylvain, vous avez des valeurs sociales très fortes dans votre entreprise. Comment ça se met en place? Comment vous essayez de les développer concrètement? Alors, moi, les valeurs sociales, j'ai souhaité les inscrire dans l'ADN de la société dès son lancement. Très concrètement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai cherché immédiatement à pouvoir associer à la fois la production de tous les produits qu'on fait et qui rentrent dans le cadre de ce service de végétalisation avec la notion d'insertion. Et donc j'ai tout de suite contacté des structures qui œuvraient dans l'insertion de chômeurs de longue durée ou qui œuvraient dans le domaine du handicap pour pouvoir essayer de développer avec eux des produits et des services qui soient compatibles aussi avec leur capacité. Travailler dans le secteur du handicap, c'est pas forcément quelque chose de facile, ça nécessite des compétences vraiment particulières. Moi, je me substitue pas, notamment aux travailleurs sociaux qui ont cette expertise. Après, c'est une philosophie, même une forme d'état d'être. Quand je rentre dans les ateliers avec lesquels je travaille, qui notamment emploient des personnes handicapées, j'essaie de laisser en dehors de l'atelier tous mes problèmes parce que je sais que j'arrive dans une structure où il y a des personnes qui ont une véritable vulnérabilité et c'est aussi une école de l'humilité en fait. Et je sais que quand j'arrive avec des nouveaux produits et que je leur propose, que je leur montre, etc., et je sais qu'il y a quelque chose à chaque fois qui me donne une joie énorme, c'est qu'ils me regardent et me disent mais c'est beau ce que vous faites. Et je leur dis mais non, c'est pas moi, c'est vous. Et là, après on est tous à sourire en fait, à se dire mais c'est une aventure assez extraordinaire. Et même d'une manière générale, je crois que moi on sous-estime totalement le pouvoir de l'engagement. C'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure de oser, mais dès que vous vous lancez, quelle que soit l'aventure, dans une activité comme ça, une aventure entrepreneuriale, vous n'imaginez pas tout ce qui va arriver de positif, toutes les rencontres que vous allez faire, et c'est extrêmement vertueux. Donc je ne peux, moi, que encourager en fait, toutes les personnes qui s'interrogent à se lancer, tout simplement. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je laisse du coup la parole. Question. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Bonjour. Je suis désolée par avance parce que c'est peut-être une question qui fâche. Pourquoi
est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul mégawattheure qui est sorti des éoliennes offshore? Qu'est-ce qui est si long? Pourquoi le projet est démarré en 2012 et aujourd'hui en 2022, il y a 0 mégawattheure? Moi, je suis jeune diplômée d'une école d'ingénieur. J'ai envie de me lancer dans l'éolien offshore, par exemple. Et du coup, je veux dire, ça va peut-être un peu me démotiver, de me dire que je ne vais pas avoir le fruit de mon travail. Je ne vais pas avoir d'éoliennes raccordées. Qu'est-ce qui fait que, vous l'avez peut-être dit, Monsieur Burtin, est-ce que c'est les pouvoirs publics? Je ne sais pas, les lobbies? Peut-être plusieurs éléments de réponse. On parle de projets d'infrastructure de grande ampleur. Donc ça, c'est quand même une caractéristique importante, parce qu'il faut comprendre la nature des projets dont on parle. Hein. On parle de projets qui représentent une transformation de l'environnement, des projets qu'il faut raccorder au réseau, des projets sur lesquels il faut obtenir des autorisations. Donc, si je reviens à la réglementation, donc en 2012, il y a un appel d'offres. L'appel d'offres, il dit quoi? Il donne juste un droit à un tarif de rachat de l'énergie, mais il ne vous donne pas les autorisations pour construire. Donc, c'est-à-dire que vous êtes adjudicataire, vous avez votre, on va dire, modèle financier qui est caractérisé, et ensuite, il faut obtenir les autorisations. Et comme tout projet en France, il faut faire des études approfondies, il faut obtenir les autorisations. Potentiellement, il peut y avoir des recours, parfois il n'y en a pas. Et après, vous entrez dans une phase de construction qui peut prendre 2-3 ans, parce qu'on parle d'actifs qui sont assez complexes, et c'est comme ça qu'on arrive à 10 ans. Maintenant, je pense que la bonne nouvelle pour vous, c'est que les 500 premiers mégawatts vont être accordés donc, cette année. Donc, si vous êtes un tout petit peu patiente, vous allez en voir. L'année prochaine, il va y avoir 1 gigawatt de raccordés. Donc, on va tomber à 1,5 giga. Vous allez voir les premières éoliennes flottantes arriver en Méditerranée également, tout début 2024. Donc, ce qui est important, c'est de lancer cet effort de transformation. Et c'est vrai que, comme c'était aussi les premiers projets, il a fallu apprendre bien humblement sur le comment faire, quoi. Donc voilà, donc je pense, ne soyez pas du tout découragés. Vous avez au contraire un formidable avenir devant vous. Vous arrivez pile au bon moment, parce que, on va dire, il y a eu à peu près 3 gigawatts d'appels d'offres sur les 10 dernières années. Sur les 4 prochaines, il y a 4 gigas. Et la tendance est 2 gigas par an après, quoi. Donc on est juste au point d'inflexion et au point d'accélération, quoi. L'appel d'offres donc vous garantit un modèle de rémunération. Il a été fait il y a 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours valable? Oui, bien sûr, il est toujours valable. Il est toujours valable, bien sûr, quoi. Si je peux juste dire un mot pour vous rassurer, on peut le déplorer, mais les organisations, les sociétés, malheureusement, avancent souvent sous l'impulsion des crises. Et là, on en a 2, une géopolitique et une climatique. Je pense que ça va très sérieusement accélérer les choses dans ce domaine.